Salut à tous, c'est Constant qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième débrief des matchs de playoff 2025. On est donc là pour débriefer ce match 2 entre OKC et Memphis. OKC qui mène désormais 2-0, qui a fait, on va dire, le job à la maison avant d'aller potentiellement essayer de conclure la série du côté du Tennessee, en tout cas essayer d'en remporter au moins un. Et pour débriefer ce game 2, je suis accompagné de Charlie. Charlie, comment vas-tu? Bah, ça va plutôt bien, hein, ça va plutôt bien, 2-0. Le job pour l'instant est fait. Moi, j'étais pas là à la preview, mais il faut savoir que moi, je pronostique un 4-0. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal ce qui se passe. Donc, ouais, je suis très heureux d'être là avec vous pour mon premier débrief. On enregistre juste après le match. Donc, voilà, on n'a pas Ça encore se toutes les voit, je stats. pense. Ouais, ça se voit peut-être un peu. On est un peu en mode Batman. Mais voilà, on enregistre direct après. Donc, c'est un peu des réactions à chaud. Mais de toute façon, voilà, vu le match, il n'y a pas besoin non plus de prendre 24 heures pour digérer. On est en mode Batman ou en mode J.R. Smith, c'est un match un dimanche soir à 21h30 à Miami. Alors ça peut les vrais auront la ref effectivement. Mais non, non, donc évidemment, si cet épisode vous plaît ou si vous avez envie de suivre nos autres débriefs de podcast, vous pouvez vous abonner partout, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram. Allez follow la chaîne sur Twitch, mettez des petits pouces, etc., etc. Laissez des commentaires aussi sur votre ressenti sur ce match 2 qu'on va donc débriefer tout de suite. Victoire du Thunder assez tranquille, on peut dire, 118 à 99. OKC a mené de la première à la dernière seconde. Match, on va dire, qui a été une nouvelle fois illustré par une très bonne défense du Thunder avec un premier carton où très honnêtement on s'est demandé si on n'allait pas avoir un bis repetita du match 1 tellement Memphis semblait complètement perdu et tellement la défense d'OKC semblait absolument extraordinaire, remporté, premier carton remporté 32 à 17. Deuxième carton un peu plus difficile, en tout cas offensivement t'as une espèce d'explosion à 3 points là où à un moment tu rentres absolument tout. Memphis commence à trouver un petit peu des solutions, on en reparlera après avec Jaren Jackson Jr., avec un petit peu de Jamoret. Un troisième quart-temps finalement où tu as été beaucoup plus en difficulté, où c'est le moment où Memphis commence à faire un petit peu son run. On a vu que ça revenait à -9, que ça revenait à -8. OKC n'avait pas d'adresse sur ce quart-temps, 0 sur 8 à 3 points. Memphis commençait un petit peu plus à te sanctionner, que ce soit à l'intérieur ou via du drive and kick, ce qui a permis notamment à des joueurs comme Scottie Pippen de mettre dedans, à Desmond Bain, ce qui a forcé Mark Delno à passer petit. Et puis un quatrième quart-temps où, allez, ok, ici on va dire a plus que fait parler le tonnerre, a plus que fait parler la foudre, on va dire, où tu as récupéré ta domination défensive que tu avais dans le premier quart-temps, notamment grâce à un incroyable stretch d'Alice Caruso, on va en parler là, en 90 secondes, ce qu'a été capable de faire Caruso, c'était absolument dingue. Donc voilà, une victoire relativement tranquille. OKC a dû se forcer un petit peu plus, on va dire, sur le match que ce que ça a pu être le cas au Game 1. Charlie, ton ressenti, là, on est complètement à chaud, donc ton ressenti sur ce match 2, on peut dire qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes, même sur un match où au niveau de l'adresse à 3 points, ça se rééquilibre, contrairement au match 1, il y a effectivement un petit écart de niveau entre ces deux équipes. Ouais, bah, très bon ressenti, évidemment. C'est un peu le type de match que j'attendais. Voilà, on s'attendait pas à ce qu'on mette non plus 50 points aux grises toutes les nuits. Mais voilà, quand même un match où on ressent la domination du Thunder par rapport à une équipe des Grises, comme tu l'as dit, notamment au premier quart-temps, qui était complètement déboussolé. Même le coach en face a fait des choix étranges, faire sortir, faire rentrer. Enfin, c'était un petit peu n'importe quoi. Donc ouais, très bonne impression parce qu'on sent quand même la domination tout au long du match avec une équipe qui, on va en reparler, euh, joue avec énormément d'envie, même en étant à +15, à +20 en défense. C'est ce qui fait la différence. C'est en tout cas ce qui a fait la différence sur les 82 matchs de la saison. Et le Thunder continue à le faire en playoff, même face à une équipe beaucoup plus faible. Et, euh, et non, franchement, je vais pas commencer à parler de la suite, mais on a du mal à voir cette équipe des Grizzlies faire douter le Thunder et il faudrait vraiment qu'ils fassent un match parfait pour les inquiéter sévèrement, quoi. C'est ça, puisque tu as l'impression que OKC joue un match correct. C'est pas un match extraordinaire de la part du Thunder. C'est pas un match au niveau du Game 1. On parlera après du niveau de Shai Gilgeous-Alexander. On va dire que les role players ont été au niveau. T'as un espèce de trio magique là avec J-Dub, Chet, Alex Caruso qui a été au niveau, mais le reste a été dans ses standards. J'ai envie de dire, Hartenstein n'a pas été aussi extraordinaire que ce qu'il a été au Game 1. On a très peu vu Isaiah Joe. Lou Dort est passé un peu au travers offensivement, même si Wiggins a joué 7 minutes.
Voilà, Wiggins a joué 7 minutes, le temps de mettre 10 points, donc voilà, donc temps de mettre 8 points plutôt. Mais voilà, je trouve qu'on était sur une équipe qui a joué dans ses standards sans être particulièrement flamboyant offensivement. Par contre, en défense, tu as un step-up qui s'est confirmé. De toute façon, on l'a vu dès le premier quart. Quand tu commences à avoir des actions où Scottie Pippen joue allez, à un 2 contre 1 ou joue une semi-situation de transition, on parlera de la défense sur la transition du Thunder qui est complètement folle depuis 2 matchs. Quand tu vois que Scottie Pippen il commence à jouer une transition et puis qu'il a un demi-accès au cercle et que t'as Chet qui l'attend et que finalement il fait un kick-out, je crois que c'est pour Jaren Jackson Jr. où il n'y aura pas d'extrait vidéo comme vous l'avez vu au Game 1 parce qu'en termes de temps, je vous avoue que ça va être un petit peu short. Donc là pour le coup c'est juste de la mémoire et si vous voulez revoir les actions dont on parle, vous pouvez revoir le match. Excusez-nous pour ça, on aura peut-être plus de temps pour les matchs d'après. Mais effectivement, il y a eu cette dissuasion au cercle du côté du Thunder où tu te dis, waouh, Memphis compliqué pour les Grizzlies de trouver des solutions. Quand bien même, j'ai trouvé qu'ils avaient mieux exécuté en attaque sur ce game 2 que sur ce game 1, au-delà de Mm. l'adresse à 3 points qui est assez variable. Je trouve qu'ils ont beaucoup mieux sanctionné le fait qu'OKC était, on va dire, one pass away d'avoir un décalage qui était créé par Memphis, c'est-à-dire que tu venais pas doubler, mais en tout cas tu restais assez focus sur le porteur au niveau de l'aide, que ce soit avec Shea ou que ce soit avec J-Dub, et potentiellement sur le game 1, ce qui avait manqué à Memphis, c'est que ils n'avaient pas cette passe de décalage qui pouvait directement donner un 3 points dans le corner ou un 3 points à 45 degrés. Ils l'ont eu un peu plus, j'ai envie de dire, sur le match, mais pas suffisamment. Et tu vois que, au-delà de la différence de hustle, au-delà de la différence d'intensité, tu vois que dès que Memphis a un passage où l'attaque commence un peu à bégayer, notamment début de quatrième quart-temps, ok, s'il sanctionne et part sur un énorme run directement. Ouais, tout à fait. Puis, ouais, comme tu l'as dit, les Grises ont un petit peu mieux exécuté. Après, je pense qu'il y a aussi, enfin, on a surtout vu ça au troisième quart-temps, là où les Grises, enfin, c'est leur meilleur quart-temps pour l'instant de la série, le seul quart-temps qui remporte, je pense. Il y a le Euh, deuxième. Non, non, c'est qu'il y a que le je crois troisième. que le deuxième, on le gagne quand même, Ouais, de peu, mais on le gagne quand 35-38. même. Donc, il le remporte et je pense qu'il y a aussi un petit peu de relâchement de la part de Thunder, ce qui est normal. Et tu as aussi des Nio qui tentent pas mal de choses sur ce carton, ça joue small ball, etc. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais honnêtement, rien d'inquiétant là-dessus. Et tu as un Thunder qui était quand même en mode contrôle sur toute la durée de la rencontre, même quand les Grizzlies sont revenus à -8, -9, t'étais pas forcément inquiété. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Shea se met à rejouer un petit peu à son niveau et plante quelques tirs qui permettent de reprendre, de revenir à +10 et après les Grizzlies ne reviendront pas. Mais ouais, comme tu l'as dit, la défense en transition et puis même la défense sous le cercle, enfin, je vais parler de Chet, mais sur le premier quart-temps, c'est démentiel ce qu'il fait. Vraiment, sur le pick and roll, t'as Ja Morant, je crois, il fait 0 sur 6 sur le premier quart parce qu'en fait, t'as Chet qui drop et qui vient tout de suite sur lui. Il peut rien faire. Soit il est contré, soit il prend des tirs casse-croûte. Euh, franchement, c'était assez impressionnant. Donc, honnêtement, en défense, je vois pas comment les Grizzlies peuvent vraiment nous inquiéter. En tout cas, sur un match entier, on a vu qu'ils pouvaient le faire un petit peu, voilà, sur un quart-temps, sur quelques flashs. Mais le Thunder, que ce soit individuellement ou collectivement, c'est beaucoup trop bien organisé. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais notamment, enfin, Ja Morant termine à 10 sur 25 en termes de pourcentage de réussite au tir, en tout cas, l'efficacité. Termine à 40%. Ouah, sur les 10, franchement, il y en a très peu qui sont donnés, hein. Il y en a Mm. très peu qui sont Ouais, donnés. Il faut ouais, définition ouais, ouais. acrobatique. Vas-y, il te met 2-3 points là. À un moment, il t'en met un à 9 mètres parce que Lou Dort passe systématiquement sous l'écran. C'était difficile. T'as l'impression que le seul joueur, déjà, t'as posé quelques problèmes, on va dire, par séquence parce que Caruso a pas toujours très bien défendu sur lui quand c'était lui qui défendait sur Caruso parce que sinon il a défendu sur Jaren Jackson Jr. Et justement, le seul joueur qui offensivement t'a posé un peu de problème, j'ai l'impression, c'est Jaren Jackson Jr. qui, sur le troisième quart-temps, même un petit peu sur le deuxième quart-temps, commence à te jouer des post-up, commence à jouer un petit peu plus physique et commence un petit peu à finir. C'est le seul qui a eu ses spots, ou en tout cas qui a eu Mm. des actions relativement clean, j'ai envie de dire, des actions relativement fluides pour arriver aux endroits où il peut arriver habituellement. Là où les autres, tout était très compliqué. T'as des drives de Desmond Bain qui sont très difficiles.
Ah voilà, cette défense de Casey a été suffocante et ça rejoint un peu le point que je voudrais évoquer. Au-delà de la protection de cercle, donc on parlera avec Chet, c'est que les Grizzlies, en saison régulière, c'était l'équipe qui jouait le plus de transitions de toute la NBA en termes de fréquence. Là, si vous prenez le nombre de points sur contre-attaque, ils en ont marqué 8 sur les deux matchs. 8 points sur les deux matchs. Ok, ici, on a marqué 48. Il y a 48 à 8 sur la différence sur les points marqués en contre-attaque. Memphis a essayé important de jouer vite, hein. Il y a beaucoup d'actions où ils prennent un rebond défensif, où ils forcent un turnover, et tu sens que ils n'ont pas envie d'attaquer demi-terrain sur cette défense d'OKC parce que l'attaque sur demi-terrain, ils n'y arrivent pas. Ils essayent de pousser un peu le jeu, ils essayent de jouer up tempo, typiquement ce qui est un peu leur volonté, on va dire, sur l'intégralité de la saison. Ils ont quand même voulu jouer up tempo, et là, pour le coup, la défense OKC ne laisse absolument rien. Sur les replis, tu es très bon, et je trouve que tu as quand même eu cette capacité qui est rare, d'une part, de ne pas te faire démonter sur le jeu de transition, tout en étant excellent sur le rebond offensif. Parce qu'on parlera du rebond offensif, c'était un des points qu'on avait évoqué quand on avait fait la preview. Pour le coup, OKC a été plutôt très bon sur le rebond offensif. Et là aussi, c'est une question de hustle, on va dire. Ça peut s'appliquer à une question de hustle. Mais voilà, sur le jeu de transition et peut-être embrayer sur la performance de Chet, cette défense de Casey, bon, on va dire que le profil d'équipe de Memphis te permet de jouer un petit peu ce jeu-là parce que t'as pas de pivot qui est capable de te sanctionner sur du playmaking. T'as pas d'extérieur qui est vraiment capable de te sanctionner si tu passes sous les écrans. C'est ce qu'on avait un peu dit dans la preview, Charlie. C'est typiquement le type d'attaque parfait pour OKC. Et là, sur ces deux matchs, ça se retranscrit à la perfection. Ouais, non mais tout à fait. D'ailleurs, l'extrait dont tu parlais tout à l'heure, où en contre-attaque, Scottie Pippen, il regarde même pas le cercle parce qu'il voit qu'il y a Chet qui arrive, Chet le laisse passer. Si ça avait été Victor, ça aurait fait le tour de Twitter, ça, je peux vous le dire. Ouais. Mais non, c'est démentiel ce que OKC propose en défense, que ce soit sous le cercle, en transition. On voit clairement que les Grizzlies sont décontenancés, même si tu as, comme tu l'as dit, un Triple J qui fait son match. Voilà, et on a beaucoup. Pour le coup, sur ce match, on a quand même pas mal joué avec un seul pivot, ce qui fait que Triple J s'est un petit peu souvent retrouvé en mismatch. On a beaucoup mis Caruso sur lui, J-Dub, qui en soi n'ont pas fait non plus un mauvais taf, j'ai trouvé sur lui. Mais quand même, ils ont réussi à le trouver. Il a quand même réussi à trouver ses spots, à trouver des tirs. Même si parfois Morant avait pas mal d'œillères, t'avais Triple J sous le cercle et il le servait pas. Mais globalement, c'est pas ça non plus qui t'a inquiété. Et tu parlais tout à l'heure du rebond. Je voulais juste revenir un petit peu dessus. Tu gagnes complètement la bataille au rebond et le jeu de possession, en fait, parce que tu prends 16 rebonds offensifs Mm. et tu prends 104 tirs, alors que les Grizzlies en prennent 91 pour un nombre équivalent de lancers francs. Donc, c'est ça aussi qui va t'aider à remporter des matchs. On n'attendait pas forcément Casey là-dessus. On voulait surtout qu'ils fassent jeu égal face à eux et face aux Grizzlies, je veux dire. Et là, ça devient carrément un atout de prendre des rebonds offensifs. Il y a un petit peu tout le monde dans l'équipe qui s'est mis. Tu as Isaiah Joe qui en prend deux ou trois en mode sneaky. Il y en a un où il le prend, il shoot à 3 points derrière. Et tu as la salle qui s'enflamme derrière. Tu as Chet qui en a pris aussi. Un petit peu tout le monde qui a participé au seul général de toute manière. Et ça compte aussi dans ta défense et aussi au fait de pas laisser de points en transition parce que forcément, tu prends des rebonds défensifs, des rebonds offensifs, tu vas moins pouvoir jouer en transition quand tu es les Grizzlies. Et en plus, le Thunder perd naturellement peu de balles. Je pense qu'ils ont dû en perdre quoi là? 8. Je regarde, 14-8, ouais, c'est le 7, différentiel. 7 balles perdues. Moi j'ai Donc, 8. Ah non, 7, t'as raison. Bah, 7-14. c'est- Bon. Ah, voilà. 7 balles perdues, donc voilà, c'est très peu. Et en plus, on se replie bien. Donc ouais, rien à dire. Ah, tu parlais de la bataille, enfin, du jeu de la possession. Quand tu as 7 turnovers de moins et que tu as 7 rebonds offensifs de plus, bon, Ah ouais, je vous laisse faire le calcul. La bataille de la possession, elle est très vite gagnée. c'est Surtout que ça. Memphis a pas mieux tiré qu'OKC, même si OKC a pas très bien tiré. Mais on va dire que le pourcentage au tir global, OKC tire à 43%, Memphis tire à 43% aussi. Bah, la différence se trouve dans les rebonds off. Un petit peu plus de 3 points, 5-3 points en plus. Donc bah voilà, 15 points quoi, on y arrive très vite, hein, au niveau Mm. du différentiel. Donc ouais, effectivement, je trouve que OKC a encore une fois
su un petit peu profiter de cette attaque de Memphis que je trouve quand même. C'est pas qu'elle est difficile, mais pouah, t'as des situations où il est limité à des exploits individuels. Ok, ici il passe sous les écrans. Et puis après, t'essayes de servir Zakidi, sauf que Zakidi, il a pas le playmaking pour pouvoir servir les autres. Enfin, c'est assez rigolo de voir le contraste des actions où t'as Hartenstein qui est un peu en espèce de hub offensif. On va dire qu'il est qu'il est dos au panier above the break, qu'il est derrière la ligne à 3 points, qui cherche un petit peu les joueurs qui se mettent en mouvement, que ce soit les Isaiah Joe, que ce soit les Aaron Wiggins. D'ailleurs, il a très bien trouvé Aaron Wiggins sur une superbe passe là, de réajustement, un cut là où Wiggins part à Merci 3 Luc points avec son Kennard dos. en défense. Oui, bien sûr, mais ça c'est Luke Kennard en défense. C'est aussi la problématique des profils du côté de Memphis où bah, ils ont remis du Luke Kennard, ils ont mis du Ah Marvin oui. Bagley, ils ont essayé d'ajouter un petit peu de boost offensif, ce qu'ils n'avaient pas sur le Game 1. Finalement, ça leur a un peu desservi, même si Mm. offensivement, bon, Bagley a pas fait 8 sur 8, hein, comme il a fait au Game 1. Pas cette fois, non. Il a été assez inexistant. On va dire que la carte magique Marvin Bagley, qu'ils ont essayé d'utiliser un peu dans le quatrième quart-temps, tu sens que tu es potentiellement à court de solutions quand tu sors la carte Marvin Bagley post-up dans le quatrième quart-temps. Et voilà, c'est assez rigolo de voir que tu as une action où tu as vraiment Hartenstein qui est réglé comme du papier millimétré sur la connexion avec ses joueurs. Et de l'autre côté, tu as Zakidi qui se retrouve dos au panier, un peu offensif et qui dit, bon, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Donc, au-delà juste du fait que la défense sur les extérieurs du Thunder est meilleure que celle des Grizzlies, la capacité de ton pivot à sanctionner, ça fait trop mal. Et finalement, c'est un peu ce qui fait du mal à Memphis au global et c'est un peu ce qui les oblige à passer plus petit, puisque finalement, Sakidi, j'ai l'impression qu'on le voit quasiment pas de la seconde mi-temps. Je sais même pas s'il a joué Ah, le il est quatrième quart. ciblé toute la première de toute façon. Donc, Ouais, il est ciblé toute la première de toute façon. Et il joue 10 minutes en deuxième mi-temps. Il en Ah joue ouais. 16 en première, tu vois. Donc, il joue 14 minutes de Santi Aldama. Enfin, voilà. Mm. Santi Aldama était le 5, entre guillemets, qui venait close à la place de Zakidis, qui Mm. amène potentiellement au fait que OKC est passé small dans le troisième quart-temps avec Ouais. J-Dub qui était au poste 5. Pourquoi? Bah, moi, je suis pas forcément fan de la décision. Alors, tu fais ça sur des minutes sans Jaren Jackson Jr., mais sur ce deuxième et surtout sur le troisième quart-temps, Memphis arrive un tout petit peu plus à trouver ses spots dans la raquette, un tout petit peu plus de post-up. Et je pense, je sais pas quel est ton avis là-dessus, Charlie, mais j'ai l'impression que Mark Denlotte avait un peu envie de donner un peu boost offensif à cette équipe qui commençait à patiner sévère du côté d'OKC sur ce troisième quart-temps où tu rentrais pas les 3 points. Et on va dire que l'accès au cercle, même sur le Game 1, il n'était pas extraordinaire. Il était encore moins bon sur ce match 2. Il était un petit peu bouché avec les intérieurs. Ouais, je suis globalement d'accord avec toi. Tu joues small ball alors que en attaque, ça marche plutôt bien sur ton pick and roll. Donc, que ce soit avec Hartenstein ou avec Cech. Donc, c'est un peu dommage de délaisser ça. Après, ouais, comme tu l'as dit, en défense, ben, du coup, tu as Triple J, c'est un petit peu à ce moment-là qui score parce que tu as Caruso dessus. Et même si Caruso fait un bon match dessus, bah voilà, Triple J il lui met je sais pas combien de centimètres, je sais pas combien de kilos. À un moment, il va forcément finir par lui scorer dessus. Donc, je pense aussi que Denio, il se permet d'innover, de tester des choses dans une série et dans un match où, de toute manière, tu sais que tu vas l'emporter. Voilà, je crois il joue ce line-up sur quoi? 2 minutes 30, 3 minutes à la fin du Mm, troisième, oui. un truc comme ça. Donc bon, tu peux te le permettre. Mais après, est-ce que c'est une solution viable pour le reste de la série ou pour une autre match-up? Je suis pas sûr. Donc ici qui tourne à 8 d'ailleurs en seconde mi-temps, à préciser. Ouais. T'as pas Wiggins et qui re-rentre pas, ce qui est dommage. Il a fait une bonne entrée. Alors, c'était Kennard qui était sur lui pendant pour le peu de minutes qu'il a joué, les 7 minutes où il marque 8 points. Donc, forcément, c'est facile de marquer. T'avais Zakidi sur Hartenstein, Wiggins, Kennard sur Wiggins. Ils ont fait que jouer ensemble. C'était du pain béni, hein. Tu oui, scorais quasiment à chaque action. oui, C'est trop facile. c'est ce qu'on avait dit de toute façon dans la preview, c'est le Mais manque oui. de trouver du côté de Mais Memphis. oui. Et je pense que c'est aussi pour ça que t'as essayé, on va dire, de sacrifier un petit peu l'aspect offensif que pouvait t'amener Wiggins, même si voilà, il a été très bon sur son court passage. C'est pour ça que t'as voulu sacrifier un peu Jalen. D'ailleurs, c'était pas du tout la même dans le premier quart-temps quand t'as les 3 minutes de Jalen en termes de protection de cercle. Ah, non. Déjà, il a pu faire un peu plus ce qu'il voulait. Les Ouais. accès au cercle étaient un peu plus simples, on va dire, quand t'avais Jalen. Mais effectivement,
tu vois, tu parlais de la défense de Caruso sur Jaren Jackson Jr. Effectivement, il y a un déficit de taille qui est assez évident entre les deux joueurs. Mais les spots dans lesquels Jaren Jackson Jr. est servi, il est servi quasiment à 45, limite, il est derrière la ligne à 3 points. Enfin, je sais que c'est les spots habituels, Mhm. entre guillemets, de Jaren Jackson Jr. Mais face à cette équipe d'OKC, il faut essayer de le trouver, de le servir plus proche du panier. Parce que là, sinon, il va te faire 5 secondes de post-up pour essayer de l'enfoncer. Et même sur ces 5 secondes de post-up pour essayer de l'enfoncer, il va toujours se retrouver à 3 mètres du panier. Donc soit il faut mettre un flotteur en se retournant, ce qui est compliqué, mais ce qu'il est capable de faire. Soit bah, tu vas te retrouver avec un tir très difficile, soit ta l'aide qui va arriver. Enfin, j'avoue que Memphis a pas su très bien servir ses intérieurs au poste, hein. Même Mhm. Santi Aldama, il y a plusieurs situations où ils ont essayé de servir Santi Aldama au poste où c'était Shea qui le défendait. Shea qui pour le coup a très bien défendu sur les post-up de Santi Aldama. C'est des turnarounds qui sont difficiles, t'es en tête de raquette, t'es quasiment sur un mi-distance, t'as déjà joué 3 secondes de post-up, soit t'as l'aide qui arrive, soit t'as Shea qui fait un bon contest physiquement ou en termes de verticalité. Enfin, je trouve que les intérieurs de Memphis, on en avait parlé dans la preview, on avait parlé de la défense du post-up. Là, pour le coup, Zakidi est quasiment jamais servi sur du post-up. C'est juste en tant que roller ou sur du rebrouf, sur les rares fois il tente des tirs. Enfin, je trouve que soit OKC fait un très bon boulot dans la défense du post-up et à limiter les zones dans lesquelles les intérieurs reçoivent la balle pour compliquer les choses, soit c'est très très mal servi de la part de Memphis. Oui, oui, clairement. Et tu as même un passage, alors je crois que c'est fin du troisième quart-temps, après justement le passage où on est en small ball, tu as Chet en 5, Caruso en 4, et tu as Caruso qui défend sur Jaren Jackson Jr., et Oui, Chet qui est sur Conchar ou Aldama en roamer, et tu as une action, donc je crois que après cette action, Jaren Jackson Jr., il prend le rebond, il marque, mais du oui. coup, tu as Caruso qui est sur Jackson Jr., et il l'enfonce à l'intérieur et tu as Chet en roamer qui le compte. Bon, après, il marque, mais du coup, tu vois que tu as plein d'options en fait pour défendre le cercle. Et tu vois que les Grizzlies n'ont pas du tout su s'imposer physiquement, alors que le Thunder a très peu joué avec sa line-up avec deux bigs. On a vraiment joué en small ball. Donc, en fait, que ce soit sur les lignes extérieures et à l'intérieur, les Grizzlies ont vraiment du mal à nous inquiéter, quoi. Ouais, même si voilà, Chet pour le coup a été très bon en roamer, mais on va dire que sur de la défense individuelle, ça commençait à tousser un petit peu sur la Oui, défense oui. face à Jaren Jackson En Jr. fait, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, autant mettre Hartenstein, quoi. Enfin, Ouais, bah ce Hartenstein qui ce n'a pas serait- été particulièrement flamboyant, on va dire, sur la seconde mi-temps. Quatrième carton, il est bien parce qu'il prend des robots off, il te met des putbacks. On va dire que sur le troisième carton, on l'a un peu moins vu. Et c'est un peu le passage que j'ai envie d'évoquer, c'est qu'offensivement, cette équipe d'OKC, elle a moins tricoté la défense des Grizzlies que ce qu'elle a pu faire au Game 1. C'est-à-dire que t'avais quand même moins de drive and kick, t'avais quand même moins d'accès facile au cercle comme ce que t'as pu avoir, notamment sur la première mi-temps du Game 1 où J-Dub il faisait ce qu'il voulait hein, dans la raquette des Grizzlies. Là, pour le coup, Après, J-Dub a quand même bien lavé la défense des Grizzlies, beaucoup sur oui, ce mais match. c'était du mi-distance, c'était des paniers en Ouais, transition. Il y a eu assez peu d'accès au cercle pour la raquette, enfin pour au cercle, ouais. la Oui, défense c'est du sûr. Thunder, parce que finalement, si on regarde en fréquence, Memphis tente 18% de leurs tirs au cercle, c'est dans le 8e centile sur la saison. Ok, si on tente 27, c'est que dans le 31e centile, pour le coup. Et en termes d'efficacité, t'as pas bien été meilleur entre les deux équipes, c'est que les deux équipes ont plutôt bien protégé le cercle. Memphis tire à 10 sur 17 au cercle, c'est dans le 21e centile en termes d'efficacité sur la saison. OKC tire à 64%, t'es dans le 39e centile sur la saison. Donc pour le coup, t'es vraiment pas sur deux équipes qui ont su profiter du cercle. C'est la différence, elle se fait sur le 3 points, elle se fait sur le jeu de transition, elle se fait sur les pertes de balles. On va dire qu'on a eu deux équipes qui ont su mieux protéger le cercle, enfin en tout cas une équipe des Grizzlies qui a su mieux protéger le cercle au Game 1, et ça amène aussi avec ce deuxième carton absolument au feu, où tu rentres tout en 3, tu rentres tout à 3 points, tu as 7 sur 12 à 3 points sur le carton. Ça s'est bien calmé après en deuxième mi-temps puisque tu n'es qu'à 3 sur 19, mais là où tu as une espèce d'explosion, c'est-à-dire que Memphis amène beaucoup de pression sur le cercle. On l'a vu avec Shai Gilgeous-Alexander, ils ont essayé de fermer les accès au cercle lâché. Ça libérait Cason Wallace qui était dans un corner, ça libérait Isaiah Joe, ça libérait Alex Caruso. C'est un peu ce qu'on avait vu, on va dire, sur la série face à Dallas l'an dernier, avec un petit peu plus de créativité, j'ai envie de dire, dans les passes, et peut-être des 3 points un peu moins par défaut que ce qu'on avait pu voir l'an Mhm. dernier, des 3 points un peu plus tentés en mouvement, après
on va dire, un drive and kick. Donc, ce deuxième carton, c'est un peu la somme de, bah, si tu essayes de fermer le cercle, tu vas laisser les shooters à 3 points. Et si tu laisses les shooters à 3 points, potentiellement, tu peux te prendre un bon coup d'éclat offensivement. Bah, clairement, le deuxième carton, comme tu le dis, c'est là où on va t'attendre au tournant, en fait. C'est dans ce genre de situation où le cercle va être bouché, où SJ va être pris à deux, et même si offensivement, c'est encore poussif, compliqué, il force à 3 points. Sur le playmaking, bon, on l'a plus vu en première mi-temps pour le coup, le playmaking, mais Bon, il tu nous a trouves fait quand une même passe à la Jokic, là. il fait une passe à la Doncic en arrière. Enfin, ça, on l'a rarement vu faire ce genre de choses. Donc en fait, c'est là où on va t'attendre, où tu vas devoir créer quand on t'attend sous le cercle, parce que voilà, OKC est l'équipe qui drive le plus, Shai est le joueur qui drive le plus, c'est ton franchise player, et là, tu l'as quand même peu vu aller au cercle sur ce match. Euh, et donc, ouais, c'est là où il va falloir rentrer ses tirs pour les role players et où il va falloir que J-Dub se montre, ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Ça peut être une bonne idée d'en parler. Voilà. Dans la continuité du Game 1, J-Dub a été encore une fois excellent en attaque. Directement, on l'a dit tout à l'heure, il a profité de Zakidi qui drop jusque dans la zone de non-charge. Donc lui, il était tranquille à mi-distance. Et là, il est en pleine confiance sur son jeu mid-range. Donc clairement, ça fait souvent switch. Et non, il a été excellent aussi en transition. Il marque combien? 24 points, je crois. Il me Oui. semble que c'est son Record en playoff égalé. record en playoff égalé. Ça devait être contre les Pels, hein, j'imagine, de toute façon, Oh oui, c'était. l'année dernière. Oh, Je pense pas c'était que pas c'était contre les contre les Mavs. Mavs. Je pense pas que c'était contre les Mavs. Mais non, J-Dub parfait. C'est exactement ce qu'on attend de lui. Maintenant, voilà, faut pas que ça fasse comme l'année dernière où contre les Pels, c'est super parce que tu affrontes une équipe beaucoup plus faible que la tienne. Et après, en demi-finale de conf ou en finale de conf, on l'espère, ça se complique un peu. Oui, bah c'est pour le coup, c'est un peu le même scénario que l'an dernier, j'ai envie de dire. C'est que Clairement, clairement. tu limites l'adversaire à moins de 100 points, t'as J-Dub qui est très bon, t'as Shea qui passe à côté. Oh, j'ai pas envie de dire on repart sur les mêmes bases que ce qui avait été fait l'an dernier face aux Pels, mais le scénario, en tout cas, on prend le chemin, même si euh, je trouve quand même OKC beaucoup plus serein que ce que tu as pu l'être l'an dernier. C'est-à-dire que même là, quand Memphis revient à -8, -9, alors les commentateurs TNT, hein, ils essayaient de pousser un petit peu en disant ouais, voilà les Grizzlies à chaque Ah fois. bah il faut, hein. Mais non, tu vois que non. Franchement, y a aucun moment où tu trembles. Il y a aucun Ah moment où tu oui. trembles. Shea, il Mm. remet 6 points là. On peut parler de Shea avant de. De toute façon, j'ai pas grand-chose à ajouter sur J-Dub que ce que tu as dit. Juste, effectivement, on retrouve ce J-Dub qui est capable de gérer la seconde unit. Et là, pour le coup, Shea sort, tu trembles pas. Sur les minutes où Shea n'est pas ou les minutes où Shea est sur Ouais, le puis banc, t'as Caruso qui fait un travail de fou aussi sur les minutes où Shea n'est pas là, ce qui t'aide aussi beaucoup. Et Mm. même de manière générale, le line-up en défense passe donne un peu plus quand il n'y a pas Shea, mais en tout cas, ils sont impressionnants à voir, quoi. Enfin, sur le Game 1, c'est avec ce line-up que tu fais le gros run. Là, ça tient bien la baraque. Donc, ouais, c'est assez impressionnant. Ah, disons que la line-up s'enchaîne défensivement, t'as J-Dub, Ouais. t'as Kayson Wallace et t'as Alex Caruso, t'as les trois morts de faim là, t'as trois situations de suite où ils te provoquent des turnovers et du coup ça donne des dunks en transition. Enfin là pour le coup, tu te dis bon là, ça y est, ça va repartir pour la même situation que le Game 1 et puis finalement bon l'écart c'est neutralisé on va dire à partir du moment où t'as fait le run dans le premier quart et puis ensuite t'as contrôlé on va dire ce qui s'est passé. Mais sur le match de chez Alexander, bon. Compliqué encore, je trouve que il nous fait un peu le chez Gilgeous Alexander du début de saison, quoi. C'est-à-dire, je tente Tout à mes fait. 3 points. Je sais pas s'il est dans l'irrespect de cette équipe de Memphis. Je sais pas s'il veut encore plus augmenter son volume à 3 points, parce qu'en soi, moi je comprends la volonté d'augmenter son volume à 3 points quand tu vois à quel point, même sur du mi-distance, il est pris à 2. Enfin, t'as des actions. Il y a un moment où il sert Chet sur pick and pop. Dès qu'il essaye de faire un pick and roll ou un pick and pop. L'aide, elle vient sur lui, il peut pas finir en cercle. Même ses mi-distances, ils sont compliqués, hein. Il y a très peu de séparation sur ses mi-distances. Il est quasiment pas allé au cercle de tout le match. Je comprends la volonté d'augmenter le volume à 3 points. Après, il y a des tirs qui sont tentés, qui sont affreux. Ils sont affreux. Ouais.
il y a un tir, les deux tirs là pour terminer le carton, que ce soit Ouais, premier ou c'est ce troisième que j'allais carton, dire. ils sont immondes. Ils sont absolument Mm, mm. immondes. Il te remet des side steps qu'il ne mettait plus depuis 2022. Enfin, c'est même pas des step backs, c'est des side steps, c'est des Mm. trucs qui sont absolument horribles. Donc ouais, le match de Shai Gilgeous-Alexander, c'est un peu ce que j'ai posté sur Twitter. Frustrant, oui. Inquiétant, non. Puisque tu vois quand même que dès qu'il faut accélérer ou dès que tu vois que Memphis commence un tout petit peu à remettre le nez à la fenêtre en disant oh, il y a peut-être moyen, il repasse sur du post-up, il repasse sur du mid-distance, il repasse sur vas-y, je mets un petit coup d'épaule pour refaire mon mid-distance. Alors voilà, je trouve que le match de Shai Gilgeous-Alexander est pas fou, pour être très honnête, est très loin d'être fou, même si défensivement je l'ai trouvé impliqué passer le premier carton, parce que le premier carton, c'était pas non plus extraordinaire en termes d'investissement défensif, mais passer le premier carton, je l'ai trouvé très investi. Au rebond, il a investi, lui et Lou Dort, pour le coup, les deux au rebond ont été très 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 intéressants, ont été cruciaux, notamment sur les 3 minutes sans small ball, enfin, les 3 minutes où tu passes en small ball sans intérieur, où Lou Dort te fait un taf défensivement, il t'arrache un rebond dans les mains d'un pivot, je sais plus lequel, mais il t'arrache un rebond, tu fais mais dans quel cadre? Donc voilà, le match de chez Gilgeous-Alexander, je sais pas ce que t'en as pensé, Charlie. On va dire que c'est un match kobiesque, mais dans le mauvais sens du terme. Oui, oui, bah, j'ai pas grand-chose à rajouter. T'as un petit peu tout dit. Euh, tu l'as dit en fait, ça ressemble au Shea du début de saison qui force un 3 points et on se demande si est-ce qu'il essaye de se rassurer de loin, est-ce que on sait pas trop. Après, tu l'as dit, il y a des tirs qui sont pris compliqués à mi-distance, mais il y en a beaucoup qui ratent, qui met d'habitude. Enfin, je l'ai Oui. trouvé quand même assez maladroit et il y a quelques mi-distances, franchement, qui devrait rentrer normalement. Après, comme tu l'as dit, est-ce que je suis inquiet? Non, pas pour autant. Comme tu l'as dit, s'il veut accélérer, s'il veut marquer ses paniers, il va le faire. Et tu as un petit peu aussi c'est le genre de match de Shea où, par exemple, au premier quart-temps, il va pas tellement prendre la balle, pas tellement forcer ses ISO, il va laisser un petit peu les autres jouer. On a beaucoup plus vu J-Dub, c'était lui qui montait la balle, c'est lui qui prenait les pics, etc. Donc, est-ce qu'il a la flemme de jouer? Est-ce que, voilà, comme tu Il est l'as en playoff quand dit, même. Non, non, mais est-ce que, vu comme les tu l'as 29 tirs dit, tentés, je pense qu'il a pas la folle. oui, oui, Je pense mais bon, que après, il y ça, en ça. a, il y a des, ils jouent jusqu'à la fin du match, ça se tâte pas d'un petit peu à la fin quand même. Oui, ça Mais se pas de le dunk à 15 ouais, secondes ouais, de ça la se fin tâte pas là, pour le quand coup. même. Mais quand tu vois que Memphis continue à jouer la possession d'après Ouais. pour essayer d'arriver au 100 points, tu te dis, enfin, tu vois, franchement, quand Dagnall prend son temps mort et qu'il reste 3 minutes, il y a plus 16 ou plus 17, je me dis, bon, ça y est, il va te faire sortir tout le monde. Ouais, Non. j'ai pas trop compris pourquoi il a pas mis le garbage time. Parce que bon, t'es déjà à 15-20 points d'avance à ce moment-là. Ouais. Mais je sais Mais pas, bon, je pense que ça après, voulait tenter des trucs. t'as Chet qui est complètement en feu sur la fin de match. C'est Oui, c'est énorme. t'as Chet qui est complètement en feu, et puis t'as, on va dire, pour conclure un petit peu sur chez Gilgeous Alexander, avant de parler du match de Chet, effectivement, qui a été le deuxième des Three Amigos, qui ont été particulièrement bons sur le match. On peut le critiquer pour sa sélection de tir, on peut critiquer pour le fait qu'il a quand même fallu attendre un sacré paquet de temps avant qu'il se commence à bouger dans le premier quart-temps, mais au moins il y a cet aspect où, j'ai pas envie de dire c'est du leadership, parce que c'est des trucs très abstraits, mais tu sens qu'il y a quand même cette volonté de mettre les autres en confiance, Hmm, ce que t'as pas forcément hmm, eu durant toute la saison, on va dire, même si voilà, on était plus sur un Shea de l'an dernier, sur le premier quart-temps et sur le Game 1, hmm, c'est-à-dire un Shea parfois un peu, pas absent, mais un peu passif, j'ai envie de dire, ce qui a hmm. permis aux autres d'évoluer. Ce qui permet aux autres de se mettre en avant, parce qu'en soi, même s'il tente 29 tirs, il n'a pas tant à forcer son talent que ça. On l'a vu sur le Game 1, là sur le Game 2, honnêtement, même s'il tente 10 tirs de moins, je pense que OKC s'en serait quand même sorti. Par contre, dans les moments chauds, dans les moments où l'attaque patine, c'est là où il remet son costume un Hmm. petit peu de super-héros. C'est le moment où il reprend le lead offensif et c'est le moment où il reporte un petit peu cette attaque d'OKC. Donc voilà, pas grand-chose à ajouter sur Shea. On peut passer sur Chet. Ah, Chet en playoff, dès qu'il a 2 semaines de repos, le Boug, il Oh, se yo, yo, remet à yo, yo, jouer. yo, 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 yo. Oh, bon, il y a toujours Oh, yo, yo. cette frustration de Chet en transition. Ah, Chet en transition, c'est toujours catastrophique. Ça fait peur, hein. T'es jamais sûr hein, quand il est en transition, son dribble, ses bras, ses coudes, bon, il se fait Ah, souvent taper la balle, bon, moi, c'est quand il est en encore. transition, c'est pas les bras, les coudes, c'est la cheville, la jambe, la hanche, Ouais, c'est tout, ouais, il y hein. a des moments, il tombe, ça, j'ai peur, hein. Ouais, il y a des Ah, ça moments où fait tu te peur. dis, Il y a un moment où il est en défense, t'as Desmond Bain qui fait un reverse qui lui retombe sur la jambe.
et il tombe, je fais oula, oula là, non. Mais non, Chet énorme, il a encore mis des tirs à 3 points, il a sanctionné sur du pick and pop. Euh, il a encore été hyper agressif. Au rebond, Chet, il y a vraiment du Ça fait le progrès. taf, hein. Au Il y a rebond, là, vraiment, vraiment du progrès. la Là, doublette Chet-Hartenstein, là. sur les deux matchs, ça fait vraiment plaisir. Il joue des coudes, il fait des bons box-out, alors qu'en face, tu as quand même des beaux bébés physiquement. Non, ça c'est très satisfaisant à voir. Et on en a pas mal parlé quand même, donc on va pas trop revenir dessus, mais en défense, il a été impérial. Impérial. Comme on l'a dit, défense en transition, défense sous le cercle, en roamer. Enfin voilà, c'est du Chet tout craché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en attaque, on l'a vu aussi, que ce soit, ben, comme j'ai dit, sur du 3 points. On l'a même vu sur un post-up, il se retourne, main gauche, il Ah met un ouais, là, là, petit tir à 2-3 mètres. Alors là, qu'est-ce qui nous c'est sort, là? magnifique. C'est magnifique. Donc non, et on le sent en confiance. Et ben, on en avait parlé de toute façon quand on avait fait les notes de fin de saison, qu'on était bah, forcément un petit peu frustré de sa saison régulière. Il y avait la blessure, mais son retour qui laissait à désirer. Mm. Et je pensais pas qu'il allait revenir avec autant d'agressivité, autant d'impact. Et je pense que honnêtement, la pause d'une semaine, de 10 jours lui a fait beaucoup de bien. Et je pense qu'il faut finir cette série le plus vite possible pour qu'il reprenne un petit peu de repos pour bien attaquer les demi-finales de conférence. Ah là, va pas trop vite en besogne. On a même pas, on parlera du Game 3 à la fin du débrief d'ici quelques minutes. Mais effectivement, Chet, comme d'hab, hein, comme la série face aux Pels, hein, dès que tu lui donnes 10 jours de repos, le Chet, à chaque fois, il revient en Ah forme. ouais. La vraie question, c'est est-ce qu'il va être capable d'enchaîner des telles prestations sur une répétition de matchs importants, avec 2 jours de repos entre les matchs, avec un minutage qui va être plus élevé. Parce que là, tu le vois sur le troisième quart-temps, le moment où il sort, là, le moment où tu passes en small ball, tu le vois, il est cramé, hein. Tu vois, Mm. ça commence à souffler, le visage, il est bien rouge tomate, là, comme on le Ouais, connaît de ouais. Chet. Donc, Et il se fait un peu bully par Jaren Jackson Jack Jr. à Jackson, la ouais. fin. Ouais, ouais. Ouais, donc voilà, c'est toujours la problématique de Chet. Est-ce que le cardio va tenir? Est-ce que la répétition des Mm. efforts va être la même? Parce que, bah voilà, c'est le problème que tu avais eu face à Dallas l'an dernier, c'est que les pick and pop entre Shea et Chet, bah tu les as toujours cette année, sauf que l'an dernier, Chet il était systématiquement court sur les tirs face à Dallas, parce qu'il avait plus le jus. Là, pour le coup, il a du jus, il termine à 3 sur 8 à 3 points, et donc de facto, j'aurais dire que le fait que Chet rentre ses 3 points, plus le passing d'Arteshta qui est extrêmement valuable en première mi-temps, franchement, je me dis, mais comment t'as pu Mm. euh, jouer une série de playoffs l'an dernier? Enfin, pour moi, c'était le jour et la nuit en termes de passing, en termes de dynamisme. Vous regardez la série face à Dallas, où il se passe rien offensivement l'an dernier, où t'as personne qui est capable de faire des trucs avec la passe. Et là, pour le coup, le simple ajout d'Artenstein te permet tellement de fluidifier le jeu. Enfin, voilà. Et il a été plus en difficulté en deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, mais en première mi-temps, le dynamisme qu'il apporte et la fluidification dans le jeu offensif du Thunder, là, tu te dis oui, pour le coup, effectivement, Hartenstein et pas juste un joueur qui est capable d'apporter en saison régulière. Tu vois qu'en playoff, Mm. bah, ça fait beaucoup de bien, même si, on l'avait dit dans la preview, la match-up est un peu idéale pour lui. On verra potentiellement, hein. Casey n'est pas encore qualifié. C'est sûr. On verra face à d'autres équipes. Mais là, en première mi-temps, il a été très bon. Et puis sur Chet, voilà, je trouve que dominant. Il y a ce côté un petit peu kamikaze en fin de quatrième quart-temps. Alors on en parlait Ah dans le oui. garbage time. Là, il te fait 2 comptes dans la dernière minute. T'es en mode, mais arrêtez de Ouais, jouer. Juste puis arrêtez de jouer. il ambiance le public après et tout. Ouais, en vrai, Ah ouais. ça fait plaisir de le voir comme ça fait plaisir. Ouais, et puis ça rejoint un point qu'on peut évoquer, que moi j'ai envie d'évoquer, c'est que au-delà de l'aspect OKC semble être une meilleure équipe que ces Grizzlies, il y a une différence de hustle et une différence Ah oui. d'intensité entre les deux Ah, équipes ouais. qui est absolument phénoménale. Parce que tu parlais du rebond qu'Azaeljo il prend sur 2 joueurs là, où limite il chip le rebond dans la balle d'un des joueurs des enfin il chip un rebond dans les mains d'un des joueurs des Grizzlies, il te rentre le 3 points. T'as des 50-50 là, à un moment Caruso il va hanche la première, j'ai envie de dire, Ah et non non, pas mais. tête la première pour récupérer une balle à 50-50, j'ai vu aucun joueur de Memphis faire ça. T'as une situation où c'est encore Caruso qui arrive sur qui va forcer un jump ball avec Jaren Jackson Jr. en début de quatrième quart-temps, il reste 3 secondes sur l'horloge des 24. Ça pour le coup j'ai pas vu des joueurs de Memphis faire ça. Enfin, il y a un moment, on est dans le quatrième quart-temps, il doit rester 6 ou 5 minutes. T'as une situation justement où t'es presque dans un jump ball, où t'as J-Dub qui est par terre. Je vois pas les joueurs de Memphis se rouer Mm. dessus pour essayer de jouer un jump ball. Mark Denholt, il a le temps d'appeler son temps mort tranquille, quoi. Donc pour moi, il y a vraiment, au-delà de l'aspect basketballistique,
la différence, que ce soit dans le body language, que ce soit dans l'intensité, ou que ce soit dans le hustle entre les deux équipes, je la trouve vraiment flagrante. Et le seul moment où Memphis a été un petit peu dans le combat, c'est le moment où ils mettaient dedans offensivement. Bah, et dès que l'attaque a commencé à s'enrayer, ils sont retombés dans ce down qu'ils avaient au Game 1 et dans le premier quart-temps. C'était tête baissée et c'était pas très investi. Ah ouais, tout à fait. En fait, t'as vraiment cette sensation à OKC, cette dévotion de soi pour les autres. Tu sens en fait toute la cohésion d'équipe. Là où à Memphis, ben, tu sens, comme tu l'as dit, body language, c'est pas top. Voilà, ça n'a pas envie de se battre pour ses coéquipiers. Et ça fait, au-delà du talent offensif, défensif que tu peux avoir à OKC, en fait, c'est la grinta que cette équipe d'OKC a qui fait la différence. Et surtout, enfin, premier carton, vraiment, les Grizzlies, on a l'impression, ils veulent terminer la série. Ils ont pas envie d'être là. Ils veulent terminer la série et t'as OKC qui est là pour abattre l'ennemi, en fait. Ouais, C'est ouais, ouais. c'est vraiment la sensation que tu as. Après, heureusement pour eux, ils remettent des tirs, comme tu l'as dit, ils se trouvent un petit peu plus offensivement, donc ils reviennent un peu plus dans le match. Mais ouais, tu as vraiment un écart de eux seuls. Et comme je disais au début de l'épisode, ben, c'est un petit peu ce que tu as fait toute la saison régulière. Tu pas laissé de match, tu t'es battu jusqu'au bout, tu as essayé de mettre des blowouts et à terminer les matchs dès que c'était possible. Et du coup, tu as vraiment cette impression de rouleau compresseur où dès que tu vas faire une petite mauvaise passe, une petite erreur, on va te sanctionner direct, on va se jeter sur toi. Et tu as un nombre d'extraits, de plays sur ce match et sur le match 1 où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de chiens? Mm, mm, mm. C'est une rotation de chiens. Enfin, peu importe qui est sur le terrain, tu sens que ça va se battre jusqu'au bout. Ouais. En parlant de se battre jusqu'au bout, j'ai envie de vous citer juste le play-by-play des 90 premières secondes du quatrième quart-temps. Alex Caruso, 3 points. Jalen Williams, rebond défensif. Isaiah Joe, lay-up. Caruso qui force un jump ball qui perd, 3 points de Scottie Pippen contré par Kayson Wallace, rebond d'Artenstein, dunk de Kayson Wallace, ça fait un run de 7-0 et ce qui était un lead de 11 se transforme en lead de 18 en 90 secondes. Ouais. J'ai envie de parler de Caruso qui... Bon, Caruso, on en a parlé tout au long de la saison régulière, il était frustrant parce qu'il était tout le temps blessé. Là, le match que nous sort Alex Caruso, c'est pour ça que tu le payes 80 millions sur 4, j'ai envie de dire. C'est pour ça que tu as envie de le voir. Et pour le coup, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me faire la réflexion. C'est pas Josh Giddey qui t'aurait fait ça, hein. Pour le coup, Josh Giddey, il y a des 3 points en première intention de Caruso où ça fait ficelle. T'es en mode, bah, ça c'est Caruso. Il termine le match, il termine en 13, 4, 3, 3. Voilà, 3 passes, 3 interceptions, 1 contre, 13 points, 3 sur 6 à 3 points. Enfin, le match avec Caruso, il sera pas toujours autant adroit, mais je pense que il y a d'autres facteurs. Il y a le match de Chet qui est exceptionnel, il y a le match de J-Dub qui est très bon, mais Caruso, début de quatrième quart-temps, c'est vraiment le facteur X qui fait basculer le match où Memphis se dit on est à 11, potentiellement on est à un run de vraiment recoller. Et ces 90 secondes là de pure domination de Mm. Caruso, alors que c'est pas du scoring, hein, juste il met un 3 points et il défend fort. Là pour le coup c'est le moment où tu as vraiment mis le clou sur la finalité de ce match. Mm. Puis tu as le quatrième carton, mais tu as aussi le deuxième carton. Le deuxième Qui était carton, moins il dominant, est. mais Bah, moi, je l'ai. C'était pas sur un run de 90 secondes comme au quatrième quart. J'ai trouvé sur l'ensemble du deuxième, il était partout. Vraiment partout. Des interceptions à se jeter. Il a mis des tirs. Il y a aussi un lay-up en transition. Il prend la balle tout seul et il finit au cercle. En oui, mode là, OK. oui. Tu vois, je crois que c'est les minutes avec Shea, où Shea s'attend à ce que Caruso lui donne la balle des mains. Ouais, ouais, Tu le ouais. vois Ouais, partir en ouais. transition et Ah ouais. finir, t'es en mode, bon, ok, vas-y, vas-y. Tranquille. Ouais, c'est ça. Non, Caruso a été énorme. Et ben oui, là, on est d'accord si, comme tu l'as dit, il va pas être adroit comme ça tous les soirs. Mais rien que dans, en fait, l'énergie qu'il apporte, tu as envie de le payer 20 millions et t'es encore, tu repenses au trade de l'année dernière. Enfin, t'enlèves Guidi qui était le joueur ciblé et ciblable, que ce soit bah, déjà en défense, c'était évident, mais même ben, en attaque parce que bah, pas d'adresse à 3 points. Tu mets Caruso, ça te change complètement ton jeu. Donc non, énorme. Et on espère que on touche du bois pour qu'il continue comme ça et qu'il reste sur le terrain et qu'il se blesse pas.
Oui. Et puis la polyvalence des profils qu'il peut défendre, parce que sur le même match, tu l'as vu défendre Jaren Jackson Jr. et Ja Morant, hein. Donc effectivement, Ouais, c'est ça. c'est Ça. pas Josh Giddey qui aurait fait ça non plus, Non, non, effectivement. non. Et puis voilà, c'est vraiment le trio que moi j'avais envie de mettre en avant pour ce match. Mais tu parlais aussi du fait que bah, tu laissais les shooters ouverts sur la série face à Dallas. Là, le shooter que tu laisses ouvert, c'est Lou Dort. Bon, qui a pas mis dedans sur ce match-là, mais qui a été important toujours en défense sur Ja et qui a toujours été important au rebond défensif. Mais voilà, c'est cette équipe d'OKC. T'as très peu de joueurs que tu peux cibler défensivement. Mention spéciale à Cason Wallace qui visiblement a pour objectif à chaque match de nous planter un gros dunk. Que des Voilà, dunks. c'est que Que des des dunks. dunks. Ah, C'est celui-là, il difficile. est. Je m'y attendais pas. Il y en Il a est un moins de violent que le J-Dub. premier. Il y en a un de J-Dub aussi en transition. Il va à une Oui, vitesse. oui, oui. Et puis, Ah non, mais. t'as une faute, je crois. Enfin, t'as une faute qui est faite. Shea continue de jouer l'action. Il envoie les hoops pour Chet. Chet, il fait semblant de faire un rider. Voilà, tu te dis, bon, va peut-être falloir Ah se oui. calmer. Mais effectivement, Oui, oui, oui. en termes de dunk, ouais, c'était un peu les Harlem Globetrotters. Mais voilà, ça nous amène sur le match 3, doucement mais sûrement sur le match 3, puisque OKC a fait le taf en remportant les deux matchs à domicile. C'est le deuxième plus grosse, enfin, c'est la deuxième plus grosse marge de points sur deux matchs d'une série de l'histoire des playoffs après les Lakers de 86, il me semble, d'après ce que j'ai vu. Donc c'est pas mal, hein, effectivement. Une petite marge. On va dire qu'OKC a été un petit Quand peu même. dominant sur ces deux premiers matchs. Ça nous amène donc au match 3 qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h30 du matin. Bon, horaire encore une fois exceptionnel, sachant qu'à 4h il y a le Clippers Nuggets qui pour le coup est une série qui semble être un peu plus serrée que ce Thunder Grizzlies. Et qui nous Charlie, intéresse quand même. ouais, qui nous intéresse. Bah, disons que bon, c'est une série qui, quand tu es observateur neutre, est déjà la série la plus passionnante du premier tour Ouais. parce qu'on a eu deux matchs absolument fous. Et puis quand tu vois ça d'un point de vue fan de Casey, tu vois que les deux équipes elles se jouent à plus de 40 minutes par, enfin un coup de plus de 40 minutes par match pour les joueurs stars. Tu te dis ouais, tu vas peut-être avoir un petit coup de fraîcheur en plus, un petit peu Mm, mm. plus de repos si tu abrèges la série et peut-être un peu plus de fraîcheur juste en termes de minutage sur les matchs que tu joues. Et justement, à propos d'abréger la série, Charlie, que peuvent faire les Grizzlies pour revenir à 2-1? Est-ce que tu vois un scénario où les Grizzlies reviennent à 2-1? Et si tu vois ce scénario, de quelle façon ils parviennent à remporter le match? 3-0. 3-0? C'est 3-0. Franchement, il faudrait un match parfait des Grizzlies pour je pense, en prendre un à OKC. Un match parfait ou alors que OKC, je sais pas, déjoue complètement, un peu moins de. Mais même, enfin, pour moi, je les vois pas faire ça. Mais tu sais pas, peut-être un petit peu moins d'énergie en défense. Tu mets rien du tout en attaque et en face, ça met tout dedans. Mais j'y crois vraiment pas. Je pense qu'OKC va dérouler, honnêtement. Je pense qu'OKC va continuer à dominer et je vois vraiment pas les Grizzlies. En fait, je vois pas quel ajustement ils peuvent faire pour inquiéter OKC. Ils ont pas les profils, ils ont pas la profondeur. Et en plus, avec un nouveau coach qui, encore une fois, sur ce match, bon, je suis pas fan des Grizzlies, mais les rotations étaient quand même pas non plus parfaites enfin, en tout cas, je pense que les rotations n'ont pas aidé non plus à inquiéter OKC. Ah, les gros plans Donc non, sur lui dès le premier carton, c'était fameux, hein. ouais, ouais, c'était fameux. Donc non, je vois vraiment pas les Grises en prendre un. Après, on sait jamais, hein. Mais pour moi, c'est un 3-0 et un sweep qui Voilà. se présage. Qui se présage. Voilà. Attends, on n'a pas fait le débrief du Game 3 encore. Ouais, je Euh, sais. non, ben effectivement, moi je pars aussi sur un 3-0. Je pense que OKC va remporter le match, peut-être laisser le 4 en passant, quoique c'est pas vraiment ce que tu as fait face aux Pels, mais je pense qu'OKC va remporter ce match 3. Effectivement, le seul scénario où je vois Memphis l'emporter, c'est un peu ce que tu as eu dans le troisième quart-temps, c'est-à-dire que tu mets les Grizzlies rentrent un peu de tout à 3 points. T'as des actions où Lou Dort il passe sous l'écran pour Desmond Bain. Bon, Desmond Bain il rentre le 3 points, mais le 3 points il est quand même 2 mètres derrière la ligne, donc il faut le rentrer, même s'il est un peu plus capable de le rentrer que Ja Morant. Potentiellement, tu peux avoir un Ja game où il rentre tous ces tirs compliqués là qu'il a rentré sur le match 2. Il peut te les mettre x10 sur le match 3. Où Jaren Jackson Jr. continue d'être dominant au poste. Enfin voilà, c'est un peu le troisième quart-temps, j'ai envie de dire, qui pourrait permettre tu dupliques, enfin tu répliques ce troisième quart-temps, tu le dupliques sur quatre quart-temps, potentiellement Memphis peut remporter ce match 3 parce que l'attaque d'OKC patine un petit peu, enfin pour plein de raisons que tu as évoquées. Donc voilà, c'est ça.
pour moi, c'est le seul scénario où Memphis peut vraiment l'emporter. Après, je suis comme toi, je pense qu'on part tous les deux de manière optimiste sur un 3-0 au KC avec la possibilité de plier la série samedi à 21h30. Ouais, et puis là, oui, sur le troisième quart-temps, ça rentre des tirs, t'as Ja qui en rentre aussi, mais c'est sur un quart-temps où on mène de 20 points, quoi. Il y a aussi du relâchement, etc. Je les vois vraiment pas le faire sur un match entier, surtout que là, sur les deux matchs, t'as un Shai qui est très, très, très moyen. Après, Enfin, tout le monde à côté de lui est bon. oui, tout le monde à côté de lui est bon, mais si Shai décide de take over, je pense qu'il le fera. Et en face, ils n'ont pas vraiment les armes pour répondre. Et OKC va pas s'arrêter de défendre dur, va pas s'arrêter de provoquer des turnovers, surtout quand en face, tu as un effectif où tu as des joueurs qui, sans manquer de respect, sont pas des joueurs de rotation de playoff. Hein, C'est limité. c'est très limité et ils vont continuer à faire des erreurs, à donner des balles à OKC, à donner des paniers faciles. Donc oui, est-ce que les Grizzlies peuvent accrocher un peu un match, que ça soit moins serré? Oui, évidemment, c'est possible. Mais jusqu'à l'emporter, pour moi, j'arrive pas vraiment à imaginer ce scénario-là. Écoutez, réponse à cette question dans la nuit donc de jeudi à vendredi, ce sera à 3h30. C'est tout pour ce débrief. On a été, je pense, assez complet, un peu moins tactique que ce que l'ont été Tom et Pierre. Oh, c'est Mm. normal, hein. Moi, je suis moins fort en tactique que Pierre, donc je suis pas capable, surtout sur un visionnage, de vous refaire un débrief comme Oui, c'est ça. ça. On a essayé de faire un petit peu ce qu'on a pu. C'était peut-être un peu plus décousu que ce que ça a été sur le Game One, mais on espère que ça vous a plu. Et puis, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner partout, comme je l'ai dit, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Allez follow la chaîne sur Twitch. Mettez des petits pouces si la vidéo vous a plu, des petits commentaires. Charlie, merci à toi pour ce débrief. On se retrouvera vendredi, probablement pour le débrief du match 3. Horaire de publication de l'épisode non garanti, to be determined, TBD comme on dit aux États-Unis. Puis d'ici là, portez-vous bien, continuez de regarder de la NBA, c'est les playoffs, c'est le moment. Salut! Salut!